sommes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Un bon pays et beau pays parce que Dieu nous a fait grâce d'avoir presque les richesses que d'autres pays cherchent. Mais la question qui mérite d'être posée, est-ce que le Congo a besoin d'un capital humain important pour essayer un peu de relever les défis de la République démocratique du Congo? Une fois de plus, dans cette émission, on vous a habitué d'inviter les têtes bien faites de la République pour essayer un peu de réfléchir les Congo, réfléchir l'Afrique et réfléchir comment le monde peut se développer aussi sur base de ce que la RDC regorge. Aujourd'hui, on vous avait annoncé, vous étiez très nombreux déjà à réagir avant l'émission. Notre invité d'aujourd'hui, Dr Silas, qui est ici avec nous, il est écrivain, il est aussi doctorant en politique internationale, il est dans plusieurs choses. Je préfère m'arrêter là. Il est ici avec nous, Dr Silas. C'est le bienvenu. Merci beaucoup Delphin. Merci. Dr Silas, est-ce que vous êtes fier d'être appelé Congolais? Évidemment oui, fier d'être Congolais. Fier d'être Congolais, d'autant plus que d'abord il faut dire d'entre deux jeux que nul n'a eu ce privilège de faire le choix de quelle serait la nationalité qu'il aurait en venant au monde. C'est un choix divin. Mais au-delà de la fierté, il faudrait peut-être poser la question si cette fierté relève du fait simplement d'avoir reçu du bon Dieu ces statuts de Congolais, ou encore cette fierté reposerait sur ce que nous avons fait du Congo. Voyez-vous? C'est-à-dire que cette fierté devait normalement se poser sur deux paliers. Le premier palier, c'est parce que nous croyons que Dieu ne fait que de bons choix. Il ne nous a pas laissé la liberté de choisir si on est très français, belge, ainsi de suite. Il a plu au bon Dieu de faire de nous des hommes congolais, que nous naissions congolais. C'est déjà un privilège lorsqu'on considère ce que le Congo en question représente, en dépit des soubresauts auxquels nous faisons face. Mais la deuxième fierté, ou le deuxième palier sur lequel devrait se reposer cette fierté, c'est qu'avons-nous fait du Congo? Okay. Et c'est à ce moment-là, à ce niveau que je dirais plutôt, je resterai un peu dubitatif pour dire je ne suis pas trop fier, non pas parce que la congolité ou encore ma nationalité congolaise serait un fardeau ou une honte, mais simplement parce que nous n'avons pas été assez responsables pour redonner au Congo ce que le Congo nous a donné. Parce qu'il faudrait dire que naître congolais, c'est un atout, c'est un avantage. Mais est-ce que le Congo est-il aussi fier de nous avoir comme fils et filles? Et là, en toute honnêteté, intellectuelle, je dirais non. Nous n'avons pas encore été à la hauteur de donner à ce pays ce dont nous sommes capables et ce qu'il attend de nous. Merci, docteur Silas. Serrez bien vos ceintures parce qu'aujourd'hui, on va vraiment aller plus loin avec l'homme de Dieu qui est ici avec nous et aussi un scientifique de mon pays. La thématique d'aujourd'hui avec lui, c'est le Congo face à son destin géopolitique. Quel leadership? Avant d'en parler, mais j'aimerais quand même vider les questions sommaires. Oui. Docteur Silas, Monsieur Tati, si je peux avoir la photo de la maman nationale, s'il vous plaît, la maman nationale. Docteur Silas, Maman Denise Tshisekedi, elle a eu l'initiative de créer l'excellencia. Ok. Elle soutient les lauréats, une manière de donner à son pays un capital humain important pour les défis de la RDC, des gens qui peuvent relever les défis de la RDC. Vous, comme écrivain, comme un scientifique, pensez-vous que c'est une bonne chose ou il fallait laisser les enfants ici de former à notre système? Non, naturellement, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'homme d'église scientifique,
Je ne peux qu'encourager une telle initiative, surtout venant d'elle en tant que première dame. Et mon vœu, mon vœu, c'est que cette initiative soit prise comme exemple, comme modèle et qu'elle soit dupliquée à tous les échelons pour que de telles initiatives qui essayent de récompenser le meilleur d'entre nous, mais aussi le meilleur de nos enfants. Mais il faudrait peut-être, au-delà de l'initiative Excellencia, que j'apprécie énormément, penser dans quelle mesure rendre excellent le système éducatif duquel nous sommes tous issus. Parce que c'est là le grand problème. Parce que c'est vrai que les enfants qui se démarquent par de bonnes prestations à la fin de leur cursus humanitaire jouissent, bénéficient de ces prix Excellencia. Ça, c'est à encourager. Mais je souhaiterais que ceci soit élaboré de manière à ce que, même au niveau primaire, même au niveau de la maternelle, pourquoi pas au niveau du secondaire, que des sanctions positives soient allouées à ceux qui se distinguent. Et pour cela, il ne faudrait pas seulement que les récompenses viennent en aval, mais aussi déjà en amont, que l'on pense comment mettre en place un mécanisme qui essaye de rendre beaucoup plus intelligible notre système éducatif, parce qu'il faudrait le reconnaître aujourd'hui, notre système éducatif est grandement en inadéquation avec les priorités que nous avons en tant qu'être humain, en tant que société, mais aussi en tant que l'État. Notre système éducatif est inadapté par rapport aux problèmes que nous rencontrons en tant que société. Et cela nécessite à ce que nous pensions à une meilleure prise en charge d'abord du premier acteur de l'enseignement, qui n'est pas l'enfant, mais qui est d'abord l'éducateur. Parce que l'enseignant. Parce que l'enfant ne sera que ce que l'enseignant est et ce que l'enseignant donne. Donc, il faudrait penser à une prise en charge de l'enseignant. Il faudrait penser à de meilleures infrastructures pour que notre éducation, à l'ère de la mondialisation, soit aussi compétitive. Voyez-vous, que nos enfants, où qu'ils soient, où qu'ils se retrouvent, ne soient pas complexés simplement parce qu'ils ont étudié au Congo. Mais s'il faudrait compétir, qu'ils puissent se démarquer comme il est ferait ici sur le sol national. Donc notre système éducatif n'est pas compétitif. Donc même nos produits ici, ils ne peuvent pas s'égaler avec les enfants qui finissent peut-être au Nigeria, Gabon et autres. Vous pensez que nous sommes les derniers en Afrique? Non, je ne peux pas dire que nous sommes les derniers. Nous sommes d'ailleurs beaucoup mieux que beaucoup d'autres pays africains. Mais lorsque nous regardons le potentiel que nous représentons, mais aussi les ambitions que nous avons, qui sont les nôtres, on ne peut pas toujours procéder par des comparaisons. Nous n'avons pas les mêmes ambitions, nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas la même, nous ne faisons pas face aux mêmes enjeux, mais je pense qu'il faudrait les reconnaître en toute honnêteté intellectuelle que le système éducatif congolais est en inadéquation. Il n'est pas adapté aux besoins primordiaux qui sont les nôtres. C'est pas parce que nous manquons d'intelligence, c'est pas parce que nous manquons de compétences, mais je pense qu'il faudrait, comme le terme le dit d'ailleurs, repenser notre système éducatif. Penser à un système qui soit propre à nous et que ce système soit adapté à la vision que nous nous sommes dotés en tant qu'État ou en tant que nation. Parce que finalement, à quoi sert l'école? L'école sert à équiper les enfants pour que demain, ces enfants soient à même de résoudre les problèmes auxquels la communauté nationale sera confrontée. Ce qui signifie la pauvreté dans un État, la souffrance dans une société, accuse quelque part que le système éducatif n'a pas suffisamment armé les enfants qui sont sortis de ces systèmes pour pouvoir relever les défis qu'ils rencontrent en tant que société, mais aussi prendre à bras le corps leur destin en tant que nation. Alors, M. Tati, si je peux avoir la photo là où il y a les élèves, même le docteur Silas, mais j'aimerais bien comprendre, quand vous êtes en train de dire que notre système n'est pas adaptable aux réalités, donc vous voulez qu'on forme plus de spécialistes que des généralistes. Très bien, parce que
En fait, c'est ça le but pour lequel l'école existe. L'école n'existe pas pour donner aux enfants des diplômes. Non. L'école existe pour donner aux enfants le savoir. Et lorsqu'on parle du savoir, il s'agit d'abord du savoir-être, le savoir-faire et le savoir-avoir. OK? Pour ne pas savoir avoir. Le savoir-être. Le savoir-faire et le savoir-avoir. Okay. C'est-à-dire la capacité d'acquisition des richesses et de voir dans quelle mesure pouvoir les pérenniser et les léguer aux générations à venir. Mais nous avons malheureusement transformé l'école comme un simple cursus qu'on traverse et à la fin on célèbre en disant Alongi Naïe. Mais Alongi, qu'est-ce qu'on sort avec? Que devient-on après avoir fini son cursus humanitaire? Que devient-on après avoir obtenu un diplôme universitaire? C'est là où l'on devait se poser la question. Il y a plus de diplômés, il y a moins de produits importants. Il y a moins de produits. Donc la société évolue avec une lenteur qui ne peut pas s'expliquer lorsque l'on considère le nombre de diplômés que les écoles et les universités larguent toutes les années sur le marché. Il y a une sorte d'inadéquation. C'est ce que je voulais dire par là. Parce qu'il faudrait savoir, monsieur Delphin, que lorsqu'on pense le développement d'une nation ou d'une communauté, il faudrait essentiellement 3 acteurs. Okay. Premier acteur, c'est le soldat. Deuxième acteur, c'est le diplomate. Et le troisième acteur, c'est l'ingénieur. C'est-à-dire ceux qui sont dotés d'un savoir-faire capable de transformer la matière première en matière consommable, que l'on peut aussi exporter et ainsi ramener des devises dans nos caisses. Ce qui nous amène aujourd'hui à penser, par exemple, qu'il n'est pas normal que nous soyons un pays qui est dans l'état où nous nous trouvons aujourd'hui et que nous continuons à produire plus de juristes, des économistes et des politologues, alors que tous les pays qui se sont développés d'abord parce qu'ils ont produit des ingénieurs. Nous sommes dans un pays qui n'est presque pas construit. Lorsque vous regardez la superficie de notre étendue nationale et vous regardez les voies de communication, vous comprendrez que nous sommes dans un pays non pas à reconstruire, mais plutôt dans un pays à construire. Mais qui vont le faire dès lors que notre système éducatif, notre cursus universitaire accorde beaucoup plus d'importance aux théoriciens qu'aux praticiens. Mais j'aimerais bien que vous puissiez bien expliquer à la population, parce que quand vous dites que notre pays n'est presque pas construit. Oui, lorsque l'on considère l'étendue de son territoire. Mais je suis tenté à vous poser la question, loin de moi de vous amener dans des polémiques, mais moi et vous, on a vécu dans ces pays, on nous a parlé de la révolution de la modernité, 5 chantiers, il n'y a pas de traces. Hein. Bon, je ne voudrais pas aller vraiment dans les considérations purement politiciennes, parce que tu sais ce que les politiques disent lorsqu'ils veulent battre campagne. Pour la plupart, ce sont des discours électoralistes, propagandistes. Je reste scientifique, je reste observateur pour dire que c'est vrai qu'on a tenté de faire à gauche et à droite. D'ailleurs, nous le constatons, même avec l'actuel gouvernement, et ici et là, il y a des efforts qui sont fournis. Mais je parle ici, lorsque l'on considère de 1960 à 2023, 63 ans, et l'on considère le potentiel, les ressources mises à notre disposition, nous constatons les défis de pouvoir relier tous les 4 coins de la République et nous constatons ce qui a été fait, il faudrait quand même reconnaître que nous avons baigné dans une sorte de paresse nationale. Paresse collective et nationale. Et ceci n'est pas une vertu. C'est la faute à qui? C'est la faute justement au leadership, à l'élite. Parce qu'une nation a d'abord comme première richesse la lucidité ou la clairvoyance de son élite, son intelligentsia. On ne saurait pas avoir une nation plus éclairée, plus aguerrie, plus avancée que la qualité de l'élite qui gouverne à sa destinée. La faute aux élites de la République démocratique du Congo, parce qu'eux aussi, ils ont quand même évidemment une responsabilité. Et ici, quand on parle de l'élite, il ne faudrait pas toujours tomber dans ce que les Congolais lambda pensent, que c'est l'élite politicienne. Je parle de l'élite dans son ensemble, l'élite scientifique, l'élite des médias, l'élite culturelle, l'élite politique, ainsi de suite. C'est vrai que les personnels politiques
plus de responsabilités, d'autant plus que celui qui doit sortir les fonds, c'est lui qui doit donner la ligne de conduite, mais il faudrait une implication générale de l'élite dans son ensemble. Alors, monsieur Silas, allez, docteur Silas, je rappelle bien la thématique d'aujourd'hui, c'est les Congos face à son destin géopolitique. Quel leadership avant d'entrer dans les fonds? J'aimerais que nous puissions encore chercher un peu à traiter cette question importante de la nation, parce que vous avez dit le Congo doit être construit et autres, mais il y a un problème en Afrique, il y a un problème peut-être des timings, les mandats. Nous avons des présidents qui, une fois élu, il a 4 ans, 5 ans pour construire son pays. Carrément, c'est une mission impossible. Il y a le professeur Ndayouel. Si je peux avoir la photo du professeur Ndayouel, il a proposé que le mieux serait de donner à un président 9 ans sans renouvelable. 9 ans, il peut avoir des projets à long terme. Et pensez-vous que ça serait une solution? Au lieu d'avoir 5 ans élection, on peut encore économiser. Pendant 9 ans, on peut lancer des projets importants. Merci beaucoup, M. Delphin. J'ai beaucoup d'admiration pour le professeur Isidore Ndayouel, un des grands historiens que nous avons dans ces pays, un grand penseur à qui nous devons respect. C'est son droit le plus légitime. Et d'ailleurs, ça, c'est un acte à encourager. C'est comme cela que les intellectuels devraient normalement fonctionner dans un pays. Au lieu de faire le communicant des politiciens, il faudrait plutôt que l'intellectuel réfléchisse et sorte de son laboratoire des idées qu'il propose à la nation. Mais il faudrait savoir qu'en proposant ces idées, elles sont soit à prendre, soit à laisser. Et c'est aussi soit à enrichir aussi. Soit aussi à enrichir, et après avoir bien sûr eu à débattre là-dessus. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est quoi au fait les problèmes que l'on veut résoudre? Dès lors que l'on part d'un mauvais diagnostic, toutes les thérapies ne réussiront pas. Et ça sera du gâchis. Il faudrait au préalable, avant de pouvoir proposer la solution, la prétendue solution, que nous puissions d'abord circonscrire, identifier et clairement définir le problème auquel nous faisons face. À quel niveau il y a blocage? Est-ce qu'il y a blocage parce que le nombre d'années de la mandature est trop réduit et qu'il faudrait prolonger? Est-ce que c'est ça le vrai problème? Parce qu'on risquerait aussi demain que quelqu'un dise 9 ans c'est trop peu, il faudrait plus. Alors, moi, je pense que notre constitution, la toute dernière, celle de 18 février 2006, n'a pas autant de faiblesses qu'on voudrait le faire croire. Je pense plutôt que le problème réside au niveau de l'homme congolais. La constitution ne souffre pas d'incohérence ou encore d'inadaptabilité par rapport à aux situations que nous rencontrons, mais plutôt le problème réside dans l'applicabilité des articles de cette constitution. Avons-nous appliqué la constitution telle qu'il se doit? Avons-nous appliqué les lois réglementaires telles qu'il se doit pour dire que voilà, nous avons appliqué, mais malgré l'application, nous nous sommes rendus compte qu'il y a quand même un problème. Parce qu'il ne faudrait pas faire endosser à la Constitution un problème qui, du reste, est d'abord un problème d'homme. Parce que c'est là, justement, où se trouve le problème. Le problème, c'est au niveau de l'homme congolais. Et pourquoi voudrions-nous toujours avoir des solutions très faciles? Je pense que c'est trop facile et c'est trop simpliste comme solution. Écoutez, j'ai jamais été adepte de la démocratie. Vous dites? J'ai jamais été adepte de la démocratie. Vous êtes un dictateur? Non. J'ai jamais été adepte de la démocratie, surtout dans le contexte africain. Mais je ne vois pas non plus un meilleur système politique aussi adapté, aussi aguerri que la démocratie. Il faudrait peut-être, non pas la démocratie à l'occidental, l'adapter à nos réalités. Voilà, vous comprenez de quoi je vais parler. Parce que nous ne discutons que sur le nombre de mandats. Nous ne discutons que sur les élections. Quelqu'un a dit il n'y a pas de démocratie sans élection. Et je pourrais aussi ajouter que toutes les élections ne sont pas démocratiques. Voyez-vous? Donc,
nous aimons souvent discuter sur le nombre de mandats. Vous allez même constater que dans tout ce que le professeur a proposé, les gens se sont beaucoup plus focalisés sur le nombre d'années pour une mandature. Simplement pour 7 ans pour les députés, 9 ans pour le président de la République. Est-ce que 5 ans ne suffisent pas pour que des hommes qui ont été préparés en amont, qui sont sérieux quant à leur rôle, à leur fonction, puissent prendre le pays d'un point X et de le conduire vers un point Y? On ne demande à personne de résoudre tous les problèmes que nous avons au niveau de la société congolaise. Mais on demande à chacun de nous, dans les timings qui lui est imparti, qu'il fasse sa part. Et qu'il le fasse avec dextérité pour ne pas surcharger ceux qui viendront après. Mais il y a un problème. J'avais suivi Joseph Kabila à son temps qui avait dit, entre les élections et les développements, vous préférez quoi? Parce que les élections nous coûtent. Et est-ce que vous ne voyez pas que non, et si on applique ce que le procès vient de proposer, on va économiser en termes de moyens. On va économiser en termes de moyens, mais il faudrait aussi dire, M. Delphin, est-ce que les élections sont un obstacle au développement? Est-ce que le développement ne peut pas se faire par des hommes que nous avons démocratiquement et librement, en toute transparence, choisis? Non, il n'y a pas contradiction là-dessus. On peut aller aux élections, on peut organiser des belles élections et aboutir au développement. Voyez-vous? Ce n'est pas une mission impossible. Non, ce n'est pas une mission, c'est juste une question de bonne... Excusez-moi, c'est juste une question de bonne volonté. Ok. La bonne Ce ne sont pas les moyens. Non, d'abord la bonne volonté avant la bonne gouvernance. La volonté politique. La volonté politique, bien sûr. Ok. Il faudrait juste que nous ayons en face de nous, d'ailleurs, pour aller peut-être que trop vite, c'est d'ailleurs là que nous faisons appel à un leadership responsable. Des hommes et des femmes soucieux d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Des hommes et des femmes soucieux de ne pas seulement accomplir des mandatures, mais aussi de dire que nous avons pris les pays au niveau X et nous l'avons emmené au niveau Y. Tout en évitant de surcharger ceux qui viendront après nous. Parce que le pouvoir s'exerce comme une course de relais. On ne vous demande pas de partir du point de la ligne de départ vers la ligne d'arrivée. Arriver quelque part, vous devez céder à l'autre. Le bâton à l'autre pour qu'il fasse ce qu'ils doivent faire pendant leur mandature. Les jours où nous commencerons à réfléchir comme ça, je pense que nous rattraperons très vite les retards que nous avons y accumulés à cause du fanatisme, à cause du militantisme, à cause de beaucoup d'autres antivaleurs, tribalisme et ainsi de suite. Docteur Silas, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de suivre les pas de Némo mais qui avait dit que même si vous changez les chauffeurs, si le moteur n'est pas bien, vous risquerez toujours d'avoir le même problème. Donc c'est le cas du Congo. Non, on peut changer de président, mais si on ne change pas les systèmes, si on ne change pas la manière de faire, donc ce serait compliqué. Mais justement parce que nous avons cru, par exemple, à tort d'ailleurs, que c'est le départ de Mobutu qui amorcerait le développement tant souhaité après des marches et ainsi de suite, la conférence nationale souveraine. Tous nous étions sûrs que le départ de Mobutu allait inaugurer une nouvelle phase de prospérité et de bonheur. Mais malheureusement, après Mobutu, nous avons connu ce que nous avons connu. Simplement parce que nous n'aimons pas nous asseoir et faire des diagnostics critiques, sérieux. Nous n'aimons pas nous asseoir et dire, au fait, c'est quoi les problèmes? Ce que nous appelons problème, est-il problème parce que nous-mêmes nous l'avons détecté, ou bien il est un problème parce que ce sont les autres qui nous ont dit, voilà, c'est ça votre problème? Parce que on ne peut pas continuer à penser résoudre des problèmes lorsqu'on continue à marquer les pas et à ne pas avancer. La question que nous devons nous poser, c'est quoi les défis véritables à relever? Est-ce la Constitution ou bien c'est un problème d'homme? Si c'est un problème d'homme, comment alors amener cet homme congolais à être repensé, à être transformé? Quels sont les moyens que nous mettons à la disposition des structures adéquates? Quels sont les moyens que nous mettons à la disposition de ceux qui peuvent faire ce travail-là pour finalement doter au pays les prototypes de l'homme congolais dont nous avons besoin en tant que nation et pour pouvoir aider le Congo à jouer pleinement son rôle géostratégique
au centre de l'Afrique. Merci. Parlons de ces sujets importants. Les Congo face à son destin géopolitique. Quel leadership? Parlons-en. Évidemment. Monsieur Silas, qui est leader d'abord? Leader, celui qui n'a pas force, n'est pas leader, celui qui est toujours le numéro un. Mais la position peut énormément contribuer au leadership de quelqu'un. Et leader, celui qui est porteur d'une vision. Une vision qui tend à l'amélioration des conditions de vie de la communauté tout entière. Ok? Et leader, celui qui parvient à pouvoir partager sa vision, qui au départ était la sienne, pour en faire une vision collective. Et leader, celui qui sait où nous allons et qui est capable d'indiquer aux autres où aller, tout en allant ensemble avec eux. Et leader, celui qui cherche non pas toujours à faire la volonté de la masse, mais plutôt à chercher à guider les pas de la masse. Sinon, il tombe dans ce que nous appelons le populisme. Et le populisme, c'est aussi cela, les cimetières de leaders. Beaucoup de leaders se sont fait enterrer par souci de vouloir se conformer, par le souci de vouloir se conformer au désir de la masse. Est-ce qu'il faut donner à la masse ce qu'elle demande ou il faut donner à la masse ce dont elle a besoin? Et je pense que c'est à ce niveau que nous avons besoin d'un véritable leadership qui ne joue pas au populisme, qui ne tient pas un discours propagandiste, mais qui comprend réellement quel est le besoin que nous avons en tant que peuple. Quel est le besoin que nous avons en tant que société, en tant que communauté? Et qui accepte même à un moment donné d'être contredit, d'être mal compris, d'être mal aimé, même par son entourage direct, parce que sa façon de faire les choses diverge avec ce que la masse pense, mais au finish, c'est la masse qui finira par les remercier. Si pas aujourd'hui, mais demain. C'est là où je disais que les grands leaders cherchent non pas à avoir plus de bulletins dans les urnes, mais beaucoup plus à avoir de la place dans l'histoire. Est-ce que tout président est un leader? Malheureusement, non. Okay. En tant qu'expert et consultant en leadership, je vous le dirai, il a une position de leadership, mais il devrait maintenant, les présidents, je parle, que ce soit pour les pasteurs, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les chefs d'entreprise, voyez-vous, pour ne pas rester seulement dans les domaines politiques, la position que vous occupez est un atout pour votre leadership. Mais la position en elle-même ne fait pas de vous un grand leader. La France, par exemple, a connu plusieurs présidents. Mais vous n'allez pas considérer, vous n'allez pas comparer François Hollande au général Charles de Gaulle, par exemple. Voyez-vous, aujourd'hui aux États-Unis, je crois que nous sommes au 45e président américain, si pas 44e avec Joe Biden. Mais quand on vous demande de citer le président américain que l'on peut considérer comme étant grand leader dans l'histoire de cette grande nation, on vous citera certainement un Abraham Lincoln, voyez-vous, mais on ne vous citera pas tous les autres. C'est pour dire que chaque président, chaque chef d'entreprise, chaque père de famille, chaque dirigeant doit chercher à pouvoir marquer son passage, et cela se fait par la qualité des actions qu'il pose. Le leader, c'est aussi celui qui est conscient de ses limites. Okay. Parce que votre intelligence en tant que leader ne doit pas rendre inutile les compétences des autres. Okay. C'est d'ailleurs là le tout premier texte qu'on reconnaît à un leader, c'est dans le choix de collaborateurs. Le président John Fitzgerald Kennedy disait par exemple que l'on connaît la grandeur d'un homme d'État dans la qualité des hommes qu'il choisit. Vous avez été choisi, maintenant vous devez montrer aux autres qu'ils avaient raison de vous choisir par la qualité des hommes que vous choisissez. Ce qu'on appelle dans le management hollywoodien un smart casting. Voyez-vous, mettre à la place qu'il faut des hommes qu'il faut. Voyez-vous, parce que peu importe la qualité de votre vision, peu importe les ambitions qui sont les vôtres, peu importe la bonne foi et le fardeau que vous avez pour la communauté, mais si vous n'avez pas des hommes capables de comprendre votre vision, capables de comprendre ce à quoi vous aspirez le plus, capables de vous aider à entrer dans la grande porte, par la grande porte de l'histoire, capables de vous aider à mener la communauté, l'entreprise, la société d'un point X vers un point Y, eh bien,
vous êtes le plus malheureux. Parce que l'argent ne remplace pas les compétences. L'argent ne remplace pas le savoir-faire. Et pour cela, le leader, c'est celui qui est aussi, sans complaisance, capable de choisir les meilleurs des collaborateurs. Même quand ceux-là ne parleraient pas le même langage avec lui. Pourquoi? Parce qu'un véritable leader, c'est celui qui ne vise qu'une seule chose, l'aboutissement de sa vision. Est-ce qu'en Afrique, vous pouvez nous citer 5 présidents leaders pour les étudiants qui sont en train de non, mais il faut nous aider parce que là, l'Afrique a besoin de cette... Bon, je ne veux pas que vous m'ameniez trop sur ces terrains-là, mais je vous donnerai un exemple. Par exemple, Nelson Mandela. Oui, oui. Aujourd'hui, ce grand homme, ce grand esprit a réussi à s'illustrer, à se démarquer parce que un homme moyen, un politique moyen n'aurait pas eu le même comportement que Mandela a eu. Voyez-vous, la moindre des choses serait de se venger de blanc après avoir été lui-même victime de l'apartheid. Mais il a compris que si je me venge, c'est ma communauté noire qui gagnerait, mais la République sud-africaine perdra. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il accepte, voyez-vous, il accepte de collaborer avec les ennemis d'hier dans le seul but de donner à la République sud-africaine la place qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, ce pays siège parmi les BRICS, ok, qui sont ces quelques pays dits émergents, simplement parce qu'il y a eu quelqu'un qui a sauvé la République de cet incendie que tout le monde attendait. Vous savez, quand Mandela sort de la prison, bon nombre de Bourgs, c'est-à-dire blancs sud-africains, prenaient l'avion, ils allaient pour Londres, ils allaient pour l'Australie, ils allaient pour les États-Unis, parce qu'ils savaient que la majorité noire finirait par nous écraser. Mais il a fallu que Mandela frappe le poing sur la table pour dire pas question. La fin de l'apartheid, la fin de l'apartheid, ce n'est pas seulement la fin de la domination du blanc sur le noir, mais c'est aussi empêcher la domination du noir sur les blancs. Ça, c'est un grand exemple de leadership. Lumumba était aussi un leader. Il semble qu'il avait demandé l'indépendance sous la précipitation. Sur cette liste des leaders en Afrique, il ne faut même pas mettre Lumumba. Non. Lumumba est un grand homme d'État. Ok. Déjà dire que c'est Lumumba qui a demandé l'indépendance, c'est une erreur. Hein. Quand vous lisez bien l'histoire, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont concouru à l'obtention de l'indépendance. Il y a plusieurs pères de l'indépendance. Il y a plusieurs pères de l'indépendance. Il y a plusieurs pères de l'indépendance. Il n'y a pas que Lumumba. Hein. Il y a eu ses compères, il y a eu des Kasavubu, il y a eu des Ileyo, beaucoup d'autres, Bolikango. Ils étaient nombreux. Et nous devons beaucoup à cette génération, dont la plupart n'étaient pas universitaires comme toi et moi, mais qui savaient quand même faire de bons choix. Les évoluer. Voilà. Bon, j'aime pas trop le terme évoluer, parce que c'est un peu discriminatoire. Oui. En quoi? Parce que on disait évoluer pour les distinguer de la masse. Et malheureusement, cette génération est tombée dans ces pièges du Belge. Voilà pourquoi quand les Belges partent, ces évolués qui remplacent les Belges commencent à se comporter comme le Belge, tout en voyant d'abord leur intérêt. C'est comme ça que la toute première mesure qui a été adoptée par l'Assemblée composée des Congolais, l'Assemblée nationale, c'était d'abord revoir à la hausse les émoluments. Pourquoi? Parce que donc quand les Belges disaient vous êtes des évolués, ces statuts des évolués n'étaient pas pour dire aux Belges que vous êtes, pour dire à l'élite congolaise que vous êtes comme nous, mais c'était beaucoup plus pour créer cette distance entre l'élite et la masse. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de leaders en Afrique. Il y en a beaucoup. Mais quand je parle de leaders, il ne faudrait pas seulement restreindre la notion de leadership au domaine politique. Voyez-vous, il y a eu de grands hommes tels que le cardinal Malula, Malula aussi était un leader. Évidemment. Vous avez des gens comme Simon Kimbangu, qui étaient des grands leaders. Kimpavita et les autres. Et Kimpavita, consorts, qui ont réussi à dire non quand un homme moyen n'aurait pas pu dire non, mais ils ont réussi à dire non, parce qu'il faudrait savoir qu'une des caractéristiques majeures d'un véritable leader, c'est aussi le courage. Le courage. Alors, quel type d'homme que le Congo a besoin? Parce que vous nous parlez de leadership,
Mais le Congo a presque tout. Monsieur Tati, si je peux avoir les photos de nos richesses, parce que le Congo, quand même, c'est un grand pays. Le Congo a presque tout. Mais quel type d'homme que le Congo a besoin? Un homme adapté aux ambitions que le Congo s'est assigné. Est-ce qu'il y a d'abord les ambitions que le Congo C'est s'est là où assigné? maintenant, c'est là où se pose le problème. Qui sommes-nous? Ok. D'où venons-nous? Où allons-nous? Et pourquoi faire? Comment est-ce que nous nous regardons nous-mêmes avant de questionner le prochain, avant de questionner le voisin? Nous nous plaignons de la manière dont le voisin nous traite, de comment est-ce que le voisin nous regarde. Mais est-ce que nous nous sommes aussi posé la question, et nous-mêmes, comment nous regardons-nous? Est-ce que les traitements que nous inflige le voisin, nous infligent les autres Africains, n'est-il pas tributaire du comportement que nous nous infligeons nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment? Voyez-vous? Donc, la question du Congolais, la question qui doit être résolue, est d'abord une question d'ordre identitaire. Qui sommes-nous? La question d'ordre Identitaire. Qui sommes-nous? Je suis Congolais. Comment est-ce que... Oui, être Congolais, c'est quoi? Quand on dit que je suis Congolais, au-delà de la carte d'identité, au-delà de la carte d'électeur que nous avons. On n'a même pas la carte d'identité. Voilà. Qui sommes-nous? OK? Quel est cet élément immatériel qui distingue le Congolais du Gabonais? Est-ce que l'on devrait simplement nous différencier parce que nous aimons nous habiller? La culture. Est-ce qu'on devrait simplement nous habiller, différencier par la culture? Et même quand on parle de la culture, qui a dit que la culture, ce n'est que le rumba? Qui a dit que la culture n'est que la danse? Est-ce que dans les éléments culturels, y a-t-il pas autre chose, au-delà de la rumba, au-delà de la danse, qu'on peut aussi mettre en exergue pour dire, voilà aussi un élément constitutif du Congolais? Est-ce que notre cognition, notre intelligence ne peut-elle pas venir aussi s'ajouter sur les éléments qui nous distinguent des autres peuples? Donc nous avons un sérieux problème et ce problème est un problème d'ordre identitaire. Or, si la crise identitaire n'est pas vite résolue, c'est notre existence qui sera mise en jeu. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être d'un bord politique pour les reconnaître. Voyez-vous? Pourquoi nous nous comportons de la sorte? Pourquoi est-ce que le Congolais qui a été à l'université et celui qui n'a pas été à l'université, tous détournent? Pourquoi est-ce que le Congolais qui a étudié et celui qui n'a pas étudié, tous témoignent une certaine inconscience, une certaine démission face au bien commun ou face au patrimoine, aux valeurs, au patrimoine national? Pourquoi est-ce que ces Congolais seraient beaucoup plus partisans que patriotiques ou patriotes? Pourquoi les Congolais s'identifieraient beaucoup plus au parti politique qu'à la patrie? Voyez-vous? Je vous fais une illustration, une anecdote. Il y a quelques mois, j'allais à Mwanda pour animer une formation professionnelle avec une grande entreprise pétrolière à Mwanda, parce que je suis consultant en leadership et en management. De Kinshasa jusqu'à Mwanda, j'ai pu compter au moins 7 drapeaux de la République démocratique du Congo que j'ai vus. Okay. Mais aux côtés de 7 drapeaux que j'ai vus de Kinshasa jusqu'à Mwanda, on a dénombré presque 280 drapeaux de partis politiques. Ce qui suppose qu'il y a déjà un sérieux problème. Parce que quand vous allez sous d'autres cieux, vous allez à Istanbul, vous allez dans n'importe quelle ville américaine, vous allez à Ottawa, vous allez plutôt voir l'inverse. Okay. Il y a plus de drapeaux du pays que des drapeaux de partis politiques. Ce qui signifie petit à petit, le Congolais est prêt à se battre pour son parti politique et non pas pour sa patrie. Voyez-vous? Parce que le Congolais, de plus en plus, devient plus partisan que patriote. Okay. Or, les partis sont passagers, mais la patrie demeure. Qui sommes-nous, nous, en tant que Congolais? Est-ce que nous sommes ce peuple pour qui Dieu aurait commis l'erreur de tout donner, sans leur donner le savoir-faire pour pouvoir exploiter
ce qu'il leur a donné. Par exemple, tout ça. Tout ça. Ok? Qui sommes-nous? Est-ce que nous allons prétendre que nous sommes un peuple intelligent? Oui. Mais c'est quoi un peuple intelligent, M. Delphin? On dit d'un peuple qu'il est intelligent lorsqu'essentiellement il a l'intelligence de ses ressources. On dit d'un peuple qu'il est intelligent lorsqu'il a l'intelligence de ses ressources, et l'intelligence de son environnement. C'est-à-dire qu'il a une intelligence capable de dompter son intelligence, mais aussi une intelligence capable d'identifier les ressources qu'il a, de les exploiter, de les transformer et de les commercialiser et transformer son milieu avec les bénéfices qu'il gagne de la commercialisation de ces ressources. Pourquoi les autres doivent connaître ce que nous avons et connaître leur utilité lorsque nous-mêmes nous continuons à danser, nous continuons à débattre sur des futilités sans toucher aux questions existentielles? Pourquoi nous allons continuer à prier les yeux fermés, demandant à Dieu de faire ce que normalement des hommes normaux doivent faire et ne pas demander à Dieu? Toutes ces questions très questionnantes, je pense que c'est le problème du système. Justement. Les Congolais est dans un système. Comment sortir de ces systèmes? Justement parce que l'élite congolaise, vous tous, le concert, ainsi de suite, vous vous retrouvez dans un système. Aujourd'hui, même l'intelligence des professeurs est au service des politiciens pour faire du mal à la nation. Vous savez, en 2006, oui, c'est 2006, c'est la première échéance électorale. Premier processus électoral. On a dénombré 13% des enseignants universitaires qui étaient candidats. En 2011, on a vu le nombre aller jusqu'à 25. Ok? Ceux qui avaient manifesté de l'ambition, certains ne sont pas allés jusqu'au bout parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer, ainsi de suite. Vous voyez déjà cette immigration de l'université vers la politique. C'est une immigration très dangereuse et que l'on doit à tout prix dissuader et décourager. Parce que une nation ne peut pas se développer si tout le monde fait la politique. La politique affaiblit l'élite? En effet. Mais quand cela se passe ainsi, cela suppose aussi que cette politique devient un des problèmes auxquels la société fait face. Donc, ceux qui doivent résoudre les problèmes deviennent, consciemment ou inconsciemment par instinct de survie, bien sûr, ils deviennent aussi eux-mêmes une partie du problème. Du coup, c'est l'avenir qui est hypothéqué. Nous n'avons jamais pensé ce que doit être l'homme congolais. Les Belges nous avaient pensé pour être des exécutants. Les Belges avaient pensé une élite qui obtempère aux dictats et aux orientations du colonisateur. Mais une fois que nous avons obtenu notre indépendance, nous n'avons pas donné, nous ne nous sommes jamais donné la peine de penser à quoi ressembleraient les Congolais. Le Français que vous avez aujourd'hui, il a été pensé. L'Américain que vous avez aujourd'hui, le Chinois que vous avez aujourd'hui, il a été pensé. Nous ne pouvons pas continuer à être le produit du hasard ou de l'accident. La vie ne tolère pas de telles, excusez-moi, de telles stupidités. Nous devons être pensés, mais qui va penser? C'est justement ça le travail de l'élite. Mais si cette élite tombe dans les pièges pour pouvoir chercher quoi manger, faire les dialogues du politicien, faire tous se retrouver dans les cabinets politiques, eh bien, nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir. Pas seulement l'avenir de la nation, mais aussi l'avenir de nos enfants et de nos enfants, des enfants de nos enfants demain. Docteur Silas, parce que vous êtes écrivain, doctorant en politique internationale, vous êtes la personne pour répondre à cette question. Est-ce l'Afrique où l'Afrique est libre? Il semble que même tous les présidents africains, c'est des marionnettes. Ils agissent par procuration. Est-ce vrai? Ben, il suffit de voir la réalité. Nul ne peut nier cela. Il suffit de voir. C'est évident que l'Africain a obtenu son indépendance politique,
Malheureusement, il a cru que l'indépendance n'était que politique. Je reviens à ce que disait John Fitzgerald Kennedy. Okay. Il disait c'est une aberration pour un peuple, là il est dit en 1960, c'est une aberration pour un peuple de croire qu'il est indépendant seulement parce qu'il a accédé à son indépendance politique, si celle-ci n'est pas accompagnée de l'indépendance économique. Oui, oui, oui. Voyez-vous? Comment peut-on prétendre être indépendant lorsqu'on consomme ce qu'on ne produit pas et qu'on produit ce qu'on ne consomme pas? Comment peut-on penser qu'on est indépendant si culturellement, si spirituellement, vous n'êtes pas d'abord indépendant? Mais comment être indépendant si vous ne vous êtes pas d'abord défini en tant qu'être distinct des autres? Comment être indépendant si vous pensez que vos problèmes doivent être résolus par les autres, sans que vous ne fournissiez un petit effort pour montrer au moins à la face du monde que j'attends votre contribution, mais je peux quand même aussi essayer par moi-même? Comment arriver à cela? Parce que même nos constitutions que nous avons, c'est des constitutions des belligérants. Nous avons une constitution avec 229 articles. Il semble que c'est la copie de la constitution, de la constitution française. Comment vous voulez qu'un Congolais agisse librement? Bon, je ne vais pas trop aller dans ces pièges-là, la constitution française, ainsi de suite, consort. Ce qui est vrai, c'est que toutes les constitutions du monde ont des points de similarité. C'est d'ailleurs là qu'on parle de l'interdépendance des États. Parce qu'un État indépendant, c'est aussi l'État qui a appris à être interdépendant. Voilà pourquoi l'adhésion des États dans les organismes régionaux, internationaux, et ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question de l'indépendance commence d'abord par une remise en question. Commence d'abord par une prise de conscience. Comment serions-nous indépendants si les autres continuent à voir en nous un comportement de bébé? Si les autres continuent à voir 63 ans après, une nous avons un sorte comportement de bébé. D'adolescence collective. 63 ans après, vous voulez dire que les Congolais ont un comportement de bébé? Je ne parlais pas simplement des Congolais, je parle de beaucoup d'autres pays africains, il n'y a pas que le Congo, voyez-vous. C'est d'ailleurs ces dépendances volontaires voulues par les uns, mais aussi souhaitées par les autres, qui nous maintiennent dans la précarité et dans la pauvreté. Or, ce n'est pas dans la dépendance que nous allons nous développer, d'autant plus que ce développement constitue une menace pour ceux qui voudraient nous maintenir dans la dépendance. Donc, il faudrait une véritable révolution. Pas une révolution militaire, une révolution mentale d'abord. Cette révolution mentale commence d'abord par une remise en question. Par la question, qui sommes-nous? Qui voulons-nous être? Comment est-ce que l'on définit les Congolais? Qui est un Congolais? Est-ce qu'il est Congolais parce qu'il est des pères et des mères? Est-ce qu'il est Congolais parce qu'il a été à l'université? Est-ce qu'il est Congolais parce qu'il est de telle tribu? Quand est-ce qu'on devient Congolais? Pourquoi on peut avoir une carte qui désigne que vous êtes Congolais, mais que toutes vos actions aillent dans la direction de votre clan ou de votre tribu? Pourquoi est-ce que... Le régionalisme. Régionalisme, tribalisme, clanisme, ainsi de suite. Ce sont ces mots qui nous gangrènent et qui nous détruisent de l'intérieur. Ainsi, quand l'envahisseur vient, il trouve déjà un homme amorti, un homme totalement abattu. Non pas par la méchanceté de l'envahisseur, mais aussi par les faiblesses que nous avons laissées grandir. Voyez-vous? Alors, cette révolution mentale doit être faite sans complaisance. Elle doit être faite sans attaquer qui que ce soit, parce que le mal n'est pas X ou Y, le mal, c'est cette absence d'identité. Le mal, c'est cette complaisance lorsqu'il faudrait diagnostiquer le véritable problème. Le mal, c'est cette peur que nous avons nourrie. Le mal, c'est cette cupidité que nous avons développée. Le mal, c'est cette irresponsabilité que nous témoignons chaque jour lorsque nous sommes en face de nos obligations ou de nos devoirs. Voyez-vous, cette révolution mentale doit être assumée par toutes et par tous. Nous voulons bien la révolution mentale, mais docteur Silas, ça fait plus de 63 ans, depuis que vous avez commencé à parler, vous êtes plus dans les plaintes.
Alors, il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, 63 ans après, l'économie congolaise est entre les mains des étrangers. Comment faire pour que le Congolais soit indépendant ou que le Congo puisse avoir son indépendance économique? C'est simple. Je vais redire ce que je disais tantôt. Où allons-nous? L'indépendance n'est pas un événement, c'est un processus. L'indépendance doit être à la fois un moyen, mais aussi un but. Où allons-nous? Qu'est-ce que nous voulons devenir dans les 30 prochaines années? Aussi longtemps que nous n'allons pas nous projeter dans l'avenir pour nous décider ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons contribuer, dans l'émergence ou dans le développement du continent africain, ce que nous allons apporter comme contribution. Aussi longtemps que nous n'allons pas réussir à les définir, nous aurons du mal à faire les sacrifices que ce travail va nécessiter. Le professeur Koko Samba a réfléchi, il a dit que le Congo serait un pays émergent en 2030. Tout est possible. Nous avons le privilège d'avoir une jeunesse très apte. 65% de la population congolaise a moins de 25 ans. Ça, c'est extraordinaire. C'est un atout. Mais il faudrait maintenant capitaliser cette jeunesse. Et la capitaliser en donnant beaucoup plus du sérieux dans le système éducatif. Je reviens encore là-dessus. Mais il y a déjà la gratuité et autres, vous pensez que c'est déjà un grand pas. C'est déjà le premier pas. C'est déjà un grand pas. Ça, c'est un grand pas parce qu'aujourd'hui, même l'enfant du plus démuni peut aller à l'école. C'est déjà un grand pas. Un grand pas. Maintenant, il faudrait aussi penser, comme je disais, la prise en charge de l'acteur premier qui est l'enseignant. Mais on ne peut pas aussi penser au système éducatif sans penser au programme, au programme scolaire, sans penser au système éducatif qui implique aussi les parents, qui implique aussi les journalistes que vous êtes, voyez-vous, qui implique parce que lorsqu'on veut détruire un peuple, on ne passe pas que par l'école, on peut aussi passer par les médias, qui aujourd'hui sont une arme à destruction massive si on ne veille pas sur la qualité de ce qui est dit dans les médias et sur la nature et l'identité de ceux qui sont acteurs dans ce domaine des médias. Docteur Silas, vous êtes en train de parler, d'éclairer l'opinion, même les autorités. Mais la question que les gens peuvent se poser, parler c'est bien, mais il faut commencer quelque part, docteur Silas. Est-ce qu'il y a la volonté politique de changer le système éducatif? Ou soit il faut toujours rester dans des plaintes, soit il faut... on ne peut pas changer le système créer un mouvement pour que les choses changent. Non, ça laisser aux politiciens. Créer les mouvements pour que les choses changent. La plupart des mouvements pour que les choses changent, mais pas en s'améliorant. Vous avez parlé de la révolution mentale. La révolution mentale, justement. Mais il faut qu'il y ait un leader. Vous enseignez les leadership. C'est le travail que vous et moi, nous sommes en train de faire. Il faudrait que nous puissions nous projeter dans l'avenir. Voilà ce à quoi nous voulons ressembler. Voilà ce que nous voulons apporter comme contribution au monde, à l'Afrique. Voilà ce à quoi nous voulons aboutir. Voilà comment nous voudrions que les autres nous considèrent. Pour y arriver, quel type d'acteurs aurons-nous besoin? Est-ce que ce type d'acteurs que nous aurons besoin demain est-il semblable à celui que nous avons aujourd'hui? Non. Comment alors faire pour que l'acteur d'aujourd'hui soit capable d'assumer le rôle que nous allons lui assigner demain? Ok, voilà ce qu'il faudrait lui enseigner comme savoir. Voilà le comportement qu'il faudrait lui inculquer, le vertu qu'il faudrait lui inculquer, et voilà les antivaleurs qu'il faudrait se débarrasser. Voyez-vous? Et même pour l'armée. C'est-à-dire, tout part de la vision que nous avons par rapport au futur. Il n'y a pas de leadership sans une vision. Le leader n'est pas celui qui est à la tête de l'entreprise. Le leader, c'est celui qui conduit l'entreprise quelque part. Écoutez, quand vous ne savez pas où vous allez, quand vous n'avez pas de destination, la vitesse ne sert à rien. Vous devrez savoir quelle est votre destination pour pouvoir choisir quelle voie à suivre. L'itinéraire n'a de l'importance que lorsque la destination a été définie. C'est quand nous allons définir
une destination, que nous pourrons alors dire quelles sont les réformes que nous allons mener sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'enseignement, sur le plan médiatique, sur le plan des affaires. Voilà ce qu'il nous faudrait pour que dans 30 ans, dans 40 ans, pourquoi pas dans 100 ans. Monsieur Tati, cherchez-moi la photo de Matata Pugno. Monsieur Silas, Dr Silas, est-ce qu'il faut nécessairement changer la classe politique congolaise? Il faut changer l'homme congolais. Mais cette classe politique, elle émane de ce que nous sommes, qui deviennent politiciens. Ce sont nos amis avec qui nous avons été à l'université. On amène sur la scène politique les tares qu'on a développés dans la société. Les tares. Ok. Les tares, les antivaleurs qu'on a amenés, qu'on a dans la société, on l'amène. Chancelo Kopambre, on l'amène dans la politique. Ok. Bouka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo, on l'amène dans la politique. C'est-à-dire il faut vite manger. En fait, c'est ça le Congolais. Donc, je pensais changer l'homme politique sans changer l'homme congolais relèverait aussi d'une absurdité, relèverait aussi d'une erreur de tactique. Je pense qu'il faudrait plutôt conscientiser d'abord l'homme politique parce qu'on ne peut pas laisser un vide là-dessus. Il faudrait d'abord commencer par conscientiser les uns et les autres pour leur dire, tel que nous sommes en train d'aller, certes, nous faisons beaucoup d'efforts et ça, il faudrait féliciter l'actuel régime, mais nous allons droit dans le mur. Regardez les problèmes que nous sommes en train de connaître. Ça va faire pratiquement 27 ans que nous sommes sous influence, certes, de grandes puissances, de multinationales, mais aussi des pays voisins qui, en temps normal, ne pouvaient même pas lever leurs petits doigts. Cela montre à suffisance qu'il y a un problème avec notre personnel politique. Vous parlez du Rwanda? Du Rwanda. Ils ont un président leader, hein, en écoutant M. Ambongo, il avait dit le leadership du... Bon, je suis pas un porte-parole ni de cardinal Ambongo, moins encore du président au Rwanda. Mais je pense que Kagame est un leader. Je ne vous dirai pas si Kagame est un leader ou pas. Je pense que Kagame fait ce qu'il pense être bon pour son pays. Il fait ce qu'il pense être bon pour son pays. Écoutez, la relation de voisinage entre les États ne se fonde pas sur la moralité. Vous voulez dire quoi? Se fonde sur les rapports de force. Nous devons à un moment donné arrêter de trop nous plaindre pour pouvoir prendre nos responsabilités en main. Je pense aussi que c'est peut-être que pour nous l'occasion de revenir en nous-mêmes et nous poser la question, comment sommes-nous tombés aussi bas? Jusqu'à quand allons-nous rester là où nous sommes? Jusqu'à quand allons-nous nous lever et enlever la poussière pour nous redonner cette dignité que nous méritons? Vous pensez que le Congo est humilié parce que nous avons l'armée régionale ici? Nous avons l'armée régionale ici, à l'Est. Vous pensez que notre armée n'était pas si capable de relever ces défis? Il fallait appeler les voisins pour nous aider. Je pense plutôt que ce qui est aujourd'hui, nous n'avons pas de choix. Nous avons fait appel aux armées amies, aux pays amis, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts en relations internationales. Nous avons fait appel parce que nous sommes dans une situation où nous avons montré nos limites quant à mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Mais la question n'est pas là. La question, c'est jusqu'à quand allons-nous continuer à têter sous les mamelles des armées voisines ou des armées de pays de partenaires? Jusqu'à quand allons-nous nous assumer? Voyez-vous? De la RDC sous-traite sa souveraineté? Je ne vais pas employer les termes sous-traiter sa souveraineté, mais je pense que la RDC doit très vite s'assumer pour pouvoir retrouver cette dignité d'antan. Sa dignité qui fera à ce que les autres puissent la respecter. Et pour cela, il faudrait très vite mettre en place une armée républicaine, une armée dissuasive, c'est-à-dire une armée qui enlèverait dans tous les pays voisins l'idée ou la pensée de pouvoir s'attaquer au Congo par peur des représailles. Parce que pour un pays qui est entouré de 9 voisins, la guerre doit être une règle et la paix doit être une exception. C'est-à-dire nous devrions penser
pas comme un pays va-t-en en guerre, mais plutôt avec 9 voisins. 9 voisins, ça fait 9 partenaires d'affaires. 9 voisins, ça fait 9 partenaires culturels. 9 voisins, ça fait aussi 9 potentiels ennemis. Ce qui fait que nous devrions développer cette vision selon laquelle la guerre serait une règle et la paix une exception. Mais malheureusement, nous fonctionnons avec le paradigme contraire. C'est-à-dire, nous considérons la guerre comme étant un mal. Nous devons dédiaboliser la notion de la guerre. La guerre ici doit être perçue comme une valeur divine. Pourquoi? Parce que nous nous engageons dans la guerre pour défendre ce que Dieu nous a donné. Donc Mozito avait raison de dire à notre je gouvernement ne sais pas que nous devons faire la guerre au Je ne Rwanda. sais pas ce que Mozito a fait, mais a dit plutôt, excusez-moi, ce que le Premier ministre Mozito a dit. Je n'ai pas suivi ce qu'il a dit, mais ce que je vous dis ici, toutes les nations du monde qui veulent être respectées, traitées comme partenaires fiables et viables, pensent la puissance. Et on ne peut pas penser la puissance si l'armée n'est pas choyée, n'est pas entretenue, n'est pas pensée, surtout lorsque l'on a 9 voisins. Parce qu'aujourd'hui, nous nous plaignons du Rwanda, et ça c'est encore grave. Que ferons-nous le jour où l'Angola voudrait se comporter à notre égard comme le Rwanda? Déjà, le Congo-Brazzaville vient de signer ici un contrat de 25 avec le Rwanda. Il semble qu'on aura tout près de nous ici. C'est leur droit le plus légitime. Mais les Congolais se fâchent en disant que le président Sassou est devenu un président ennemi. En géostratégie, l'on dit ceci. On ne protège pas l'objectif dans l'objectif. Pour protéger l'objectif, il faut être en dehors de l'objectif. Si le Congo-Brazza traite des signes des traités ou des accords avec le Rwanda, c'est tout à fait normal. Nous avons aussi des accords avec le Rwanda, nous avons aussi des accords avec les Congolais. C'est leurs droits les plus légitimes. Mais seulement nous devons nous rassurer. C'est là où je parle d'une posture dissuasive. Voyez-vous? Et cette posture dissuasive, aujourd'hui, va au-delà de l'armée simplement. Ok, même dans notre discours, même dans notre attitude ou encore notre posture quotidienne, nous devons montrer aux autres que nous sommes, comme on dit, vous voyez certaines personnes on écrit, moi, on dit quoi? Chien méchant. Faites attention, chien méchant. Donc nous devons penser comme cela. Parce que demain, si c'est l'Angola qui nous attaque, eh bien, l'Angola a une force de frappe que le Rwanda n'a pas. L'Angola a une expérience que le Rwanda n'a pas. L'Angola a une proximité avec les sièges de nos institutions que le Rwanda, n'a pas. Je parlais du Rwanda. L'Angola a une expérience de guerre que le Rwanda n'a pas. L'Angola a des troupes mieux formées que celles du Rwanda. Regardez, nous partageons plusieurs kilomètres. Ok? Plus de 800 000 kilomètres avec l'Angola, de Bandundu jusqu'au Katanga, où nous sommes frontaliers avec l'Angola. Alors, nous devons vite résoudre les problèmes du Rwanda, mais nous ne devons pas mettre en place une armée simplement par rapport au Rwanda, parce qu'il y a les plus dangereux que le Rwanda. Parce que je félicite le chef de l'État, parce que il y a maintenant les nouveaux recrues dans notre armée. Il semble que notre armée était devenue déjà vieille. On avait des gens âgés de 53 ans. Ils ne pouvaient pas se battre. Maintenant, nous avons des jeunes. Mais il nous reste 5 minutes. Monsieur Tati, je peux avoir la photo de Monsieur Mohamed Bazoum. Donnez-moi un peu cette photo. Docteur Silas, je précise bien que vous êtes écrivain doctorant en politique internationale. Parlons-en, ce qui se passe au Niger aujourd'hui. Pensez-vous que ça devait arriver parce que nous avons des présidents qui ne respectent plus l'ordre constitutionnel? Oui, c'est quand même alarmant de voir aujourd'hui, nous sommes au 214e coup d'État sur le sol africain. C'est un record que nous sommes en train de battre. Mais quand vous regardez le niveau de vie de ce pays africain, c'est déplorable. À la fois, je suis contre les présidents qui ont du mal à respecter leur propre constitution. J'ai du mal à comprendre comment des chefs d'État qui peuvent, prétendre penser au développement, à l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens tout en violant
consciemment et volontairement, même impunément, leur constitution. C'est déplorable. Mais est-ce pour autant que nous devons acclamer ces séries de putsch que nous sommes en train de voir? Je ne vais pas rester dans l'émotionnel. C'est vrai que ce qui est arrivé parce qu'en amont, les uns n'ont pas été responsables. Mais la question que nous devons nous poser, jusqu'à quand allons-nous continuer à procéder par des putschs dès lors que nos constitutions nous donnent la possibilité de remplacer le pouvoir qui ne fait pas le travail comme il se doit selon nous, que nous le pensons, et la Constitution a même prévu des voies et moyens pour pouvoir accéder au pouvoir. Mais ces voies-là, ces hommes forts ne respectent pas ces voies parce qu'ils ont l'armée, ils changent de constitution, le troisième mandat. Vous avez les cas de monsieur Hassan Ouattara, vous avez ici en Guinée, Macky Sall et autres. Tous ces présidents-là, vous pensez que la population a cette force si l'armée ne les aide pas? C'est vrai que la population est devant un choix difficile à faire, mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on peut résoudre un problème en emportant un autre problème? Est-ce que le putsch était la seule condition? Parce qu'on reproche aux uns de ne pas respecter la démocratie en violant la Constitution, mais on acclame aussi ceux qui viennent en mettant de côté et la Constitution et cette démocratie. Mais Georges Weah a réfléchi, le président libérien, il a dit, bon, si ces gens-là persistent dans l'illégalité, l'armée peut aider la population. Aujourd'hui, nous voyons la population derrière l'armée pour dire que... Est-ce que vous savez que le 17 mai, nous, la population du peuple et la loi suprême, ça c'est très dangereux. C'est un bon prétexte que les politiciens aiment prendre. À chaque fois que j'entends un politicien dire ça, je peur. Okay? C'est-à-dire que c'est comme pour dire que la voie est ouverte, je peux faire ce que je voudrais au nom du salut du peuple. Est-ce que vous savez que le 17 mai, nous sommes descendus dans les rues de Kinshasa, Lubumbashi, sur toute la République, pour scander libération, libération. Nous, les peuples. Mais il y a eu 2 ans après, nous nous sommes rendus compte que ce que nous avions appelé libération était en somme l'occupation. Vous parlez de l'AFDEL? De l'AFDEL. Okay. C'est juste pour dire qu'on ne doit pas réfléchir par ce que le peuple veut. Ce n'est pas le peuple qui doit conduire l'élite, mais c'est l'élite qui doit montrer la voie au peuple. Merci, Dr Silas. 5 secondes. Donnez-moi la photo de M. Ibrahim Traoré, parce que nous parlons ici. Est-ce l'homme? C'est un leader. Récemment, il était reçu par Poutine avec notre président. En écoutant Ibrahim Traoré, l'homme ici, vous, comme enseignant, est-ce qu'il a l'esprit d'un leader? C'est très tôt. Ce serait très tôt pour moi de le juger parce que même dans son pays, il y a des gens qui ont voulu le comparer, à dire qu'il était l'héritier de Thomas Sankara. Et il y a beaucoup d'autres qui ont dit que ça serait insulter Thomas Sankara simplement parce que, juste pour le simple fait qu'il ait fait ce putsch-là. Il y a aujourd'hui une diabolisation de l'Occident et on veut sanctifier Poutine. Ok, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est pas parce qu'il a été reçu par Poutine que je l'acclamerai. Ok, je reste légaliste, je reste républicain. Je pense que tout le monde devait faire un effort. Si un militaire veut accéder au pouvoir, la moindre des choses à faire, c'est de déposer sa tenue et faire la politique. Sinon, l'Afrique continuera à être ce qu'elle est aujourd'hui. Merci. Et nous aurons du mal à nous développer. Merci, Dr Silas. Regardez la caméra, le mot de la fin à la population. On retient quoi de votre passage? Je crois énormément en ce pays. Le Congo est une puissance en devenir que nous devons à tout prix construire aujourd'hui. Loin du tribalisme, loin du militantisme, loin de toutes ces antivaleurs qui tendent à nous séparer. Nous devons penser le Congo et non pas penser les individus. Et le mot que je dirais aux hommes politiques, faites un effort pour être des hommes d'État. Aux hommes d'État, je dirais, entrez dans l'histoire par la grande porte. Aujourd'hui, les gens peuvent ne pas vous comprendre, mais 30 ans, 40 ans après, on vous célébrera.
Merci. Voilà. Merci, docteur Silas, écrivain, doctorant en politique internationale. Vous êtes également pasteur d'une grande église, Cité Rama, et vos programmes? Voilà, nous avons culte tous les dimanches et mercredi à 17h, vendredi à 17h. Nous sommes juste ici à Sosimat, vers Sosimat, derrière l'ambassade de la France. Okay. Sur avenue Adama, numéro 1 bis. C'est là où se trouve l'église Cité Rama. Voilà. Alors, vous prêchez la Bible ou la science? Je prêche que la Bible. Merci. Que la Bible. Merci à vous, docteur Silas. Restez fidèles à nos programmes. C'était votre émission. La thématique d'aujourd'hui, c'était les Congo face à son destin géopolitique. Quel leadership vous avez à suivre? Espérons que ce n'est pas la dernière fois. On commence à les chercher parce que en lui, il dégage l'intelligence. Les Congo a besoin des hommes pareils pour relever les défis de la République démocratique du Congo. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes ici sur la chaîne de la Maman Nationale. Au revoir.